Pour vous, entre Emily in Paris, et Ratatouille, c'est quoi la version la plus crédible de Paris? C'est Wow. Ratatouille pour moi quand même. Ah ouais, quand même. Ouais, quand même. Ah En ouais. fait, juste Bah, le les fait rats, qu'on... quoi, Oui, déjà. Ouais, c'est ça. j'allais dire la même. Qu'est-ce que tu nous as apporté, mon chéri? Archi parmentier. Et dans le frigo, qu'est-ce qu'il y a? La soupe aux choux, mon Blaise. Ça parfume jusqu'au trognon. J'ai bouffé 12 muffins et j'en voulais même pas un seul. Bonjour, bonsoir, gourmets et gourmettes, bienvenue dans Cinéphage, le podcast qui parle de nourriture et de cinéma. Aujourd'hui, on est là, enfin, pour la saison 2 de Cinéphage. Enfin, bravo, youpi. Voilà, on l'a fait. Pour cette saison 2, on commence en grande pompe. C'est le retour du son de qualité, du son qui ne sature pas. C'est le retour de Tech5 et de Thomas à la régie qui est derrière. Donc merci Thomas qui nous entend. Hein. Merci Thomas. Merci. Voilà. Et c'est aussi le saison 2, on met les petits plats dans les grands. On a des nouveaux concepts, on a des nouveaux invités et on va commencer par les invités avec notamment par exemple Jeanne. Bonjour Jeanne. Bonjour Jeanne. Bonjour tout le monde. Alors Jeanne, j'ai pas dit ton pseudo, je te laisse te présenter pour toi. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, qui es-tu? Bah alors moi, du coup, je suis illustratrice et dessinatrice de bande dessinée. Donc je dessine, je scénarise un peu et tout ça. Sur Instagram, je suis la Rainette Verte. Parfois, je suis Jeanne Frémonde dans certains travails. Donc ça dépend. Mais du coup, voilà. Donc on peut te retrouver sur Insta à la Rainette Verte. Tu fais beaucoup d'aquarelles, tu fais plein de dessins. T'as une petite grenouille qui. Oui, qui revient régulièrement. Qui revient D'où la régulièrement, Rainette ouais. en général. Ouais, et t'as fait des BD par exemple, on peut te retrouver chez Quelle Histoire par exemple. Oui, notamment, j'ai fait 3 tomes avec eux. Il y en a un dernier qui est sorti là. Ouais. Je ne touche pas de droit d'auteur, malheureusement, mais c'était très fun. Et je suis surtout chez National Geographic Kids, petit magazine où je fais une rubrique scientifique et je m'amuse bien, on rigole bien et on apprend des trucs quoi. Trop bien. Donc c'est ça. Si vous voulez savoir comment les coléoptères correspondent entre eux, il faut demander à Jeanne. C'est très bien résumé. Non, mais c'est ça, c'est tout insecte à son skill caché avec toi. Et c'est super bien, donc je vous encourage vraiment à aller voir ce qu'elle fait parce que même si elle ne le pense pas, c'est extrêmement bien. C'est super bien dessiné, c'est très cool. Mais c'est adorable. Mais c'est vrai surtout, c'est vrai. On te le dit tout le temps et je te le répète. Mais merci beaucoup. Mais je sais plus quoi dire maintenant. Et donc, Jeanne, bienvenue sur Cinéphage. Merci d'avoir accepté l'invitation pour cette saison 2. On retrouve aussi une invitée de longue date qui a été absente quelque temps sur les derniers épisodes. On retrouve Sarah. Bonsoir. Bonsoir, Sarah. La plus vieille beauf de la vieille. La plus beau, la caution féminine, soi-disant. Oui, ça, je l'ai entendu plusieurs fois. Chers auditeurs, vous n'avez pas vu, mais j'ai utilisé des guillemets avec mes doigts. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas ou qui m'ont oublié, je suis scénariste, donc comme Camille de formation. Et moi, je suis plutôt dans la série animée pour les enfants. Donc, s'il y a un endroit où vous voulez retrouver ce que j'ai fait, allez sur Oku, par exemple, pour voir Anna et ses amis, ou sur Canal pour voir les Croque-Montards. Moi, je termine ce tour de table. Voilà, Camille, votre fidèle serviteur. C'est bon, cette année, j'espère que ça va être la bonne, que je vais un peu mieux dans ma vie. Il y a moins de problèmes, donc on va essayer d'être plus carré sur Cinéphage. Je suis très ravi d'être là pour une saison 2. Et j'enchaîne directement avec tout ce qui est les nouveaux concepts. C'est saison 2 de Cinéphage, c'est plein de changements, on voit très grand. Je me suis rendu compte pour la saison 1 que des fois on faisait des analyses qui étaient très poussées et des fois on faisait juste des gros dérapages en parlant de plein de choses. Donc je me suis dit pourquoi ne pas séparer ces deux concepts et faire des épisodes qu'on appellerait plats de résistance où on parle de vrais films qui ont des choses vraiment intéressantes à dire sur la nourriture comme celui dont on va parler aujourd'hui et d'autres qui seront un peu plus comme on va dire en apéro où il y a une scène de nourriture marquante mais qui est juste là pour le prétexte. Par exemple, un exemple qui arrivera dans les prochains épisodes, Shoot 'Em Up, un film d'action bourrin un peu débile, où il y a une scène très marquante de quelqu'un qui tue quelqu'un avec une carotte. Okay. Ça, c'est très marquant. Ça m'a marqué quand j'étais petit et on peut en parler en apéro et on dérive, on dit quel est les légumes, par exemple, le plus utile pour tuer quelqu'un. Et boum,
on parle pendant 1 heure de ça. Alors Et- clairement, ça doit être une courge, hein, parce que Ah ouais. Et Ça ben, je pèse, suis hein. pas d'accord. ça y est, le débat commence. Voilà, du coup, Ce sera pour l'apéro. Voilà, revenez pour les prochains épisodes, abonnez-vous, mettez la cloche. Il y aura que Tim, hein, par contre, pour les épisodes dérapage, Non, c'est le ça- chef. Ouais, Tim, il sera présent, ce sera l'invité principal de tous les apéros. Ah ouais, non mais là... Puisque Tim, le roi du dérapage ici, comme on l'appelle. Ah bah le lait de baleine, hein, on s'en souvient. Oui, effectivement. Je le reconnais bien là. Les vrais savent de la saison 1. Donc voilà, donc ce sera les 2 concepts qui vont sortir. Et aussi, donc les plats de résistance, ça va s'axer sur quoi ? Comme je l'ai dit, en fait, avant même la saison 1 de Cinéphage, quand j'ai commencé la gestation du podcast, j'ai acheté un livre qui s'appelle Food in Movies, d'un auteur qui a conceptualisé un peu, théorisé la nourriture au cinéma. Et je l'ai enfin lu il y a 2 semaines, parce que c'est intéressant. Et je me suis rendu compte que dedans, l'auteur théorise les fameux films qu'il appelle les films de nourriture. Et je me suis dit, ce serait intéressant de l'utiliser pour le podcast, ça. Ouais. Et donc, on va réutiliser cette fameuse liste où il y a des règles très précises pour définir qu'est-ce que c'est un film de nourriture et qu'est-ce qui n'en est pas un. Et je vais vous les dire ici de tête, parce que j'ai oublié le livre comme un clampin. Un film de nourriture, il y a certaines règles à respecter. Le film doit présenter de la nourriture en gros plan ou en tout cas montrer le plat de manière insistante. Il doit aussi montrer la préparation du plat. Donc, c'est-à-dire comment on l'élabore, comment il est cuisiné. Et il doit avoir, dans le scénario ou dans les traits de caractère des personnages, un rapport important à la nourriture. Donc, ça doit être quelque chose qui est vraiment dans l'ADN du film. Et la dernière règle c'est que je l'ai dit, il doit y avoir un gros plan aussi sur la dégustation de la préparation. Donc, ça, c'est pour cette personne-là un film qui parle de nourriture et qui est centré sur la nourriture. Donc, on peut citer des films comme Le Festin de Babette, Tampopo, The Menu dont on a déjà parlé, etc. Le Festin chinois, ou celui dont on va parler aujourd'hui, Ratatouille. Le meilleur. C'était une grosse cartouche qu'on n'a pas utilisée depuis le début et on va l'utiliser pour inaugurer cette saison 2 en disant on essaye de faire les choses bien cette fois. Ouais. Donc premier film plat de résistance, Ratatouille. Des épices. J'ai besoin de ce boulot. J'en ai perdu tellement. Je ne sais pas faire la cuisine et en plus maintenant, voilà que je parle à un rat, comme si... Tu as hoché la tête? Tu comprends ce que je dis? Je ne sais pas faire la cuisine, mais toi, tu sais, hein? Bon, ça va, ne fais pas le modeste. Depuis quand les rats sont modestes? Tu as la même idée que moi? Il suffit qu'on mette au point un système pour que j'exécute les gestes à ta place. Arrête Quoi? de me faire sursauter. Je veux faire de grandes choses, papa. Ne t'approche pas des humains, ils sont dangereux. Maintenant, tais-toi et finis ton couteau. Comment tu as fait ça? Ratatouille, qu'est-ce que c'est? C'est un film de Disney Pixar réalisé en 2007 par Brad Bird, qui est un réalisateur qui a participé à la réputation du studio Pixar. Et donc il arrive en 2007 avec un film sur Rémi, un petit rat qui a un sens de l'odorat très développé et donc qui est utilisé par sa famille et par sa colonie pour détecter s'il y a du poison ou pas dans les plats. Et suite à un accident malheureux dans sa contrée, il atterrit à Paris. Et lui, ce qu'il veut faire, Rémi, c'est il découvre les joies de la nourriture, les joies de la grande cuisine. Et son objectif, c'est justement d'intégrer un grand restaurant et de cuisiner comme les grands. Sauf que, problème, c'est un rat, certes, avec une très belle truffe rose, mais ça reste un rat. Et on est à Paris, et on n'aime pas les rats à Paris. Donc, problème, narration, scénario. Voilà. Alors, je crois qu'il a été mentionné, à l'époque pour les Oscars, l'Oscar du meilleur film d'animation. Il a eu l'Oscar du meilleur film d'animation. Autant pour moi, il l'a eu, exactement, il l'a gagné, et il l'a mérité, pour le coup, parce que je trouve, petit aparté, pour l'époque, donc il a bientôt 20 ans, j'ai mal à ma vieillesse, et je trouve qu'il a plutôt bien vieilli au niveau de la 3D, etc. Ouais, c'est clair, ouais. Au niveau des poils du rat, de la texture, etc. On est déjà sur quelque chose de très qualité. Alors que pour le coup, à l'époque, Disney n'était pas très réputé pour être bon en 3D. À l'époque, c'était plus DreamWorks qui avait le vent en poupe avec Shrek, etc. Parce qu'on se rappelle les Robinson chez Disney.
Ouais, il faudrait que je compare les dates. Et alors, les Robinson, c'est. Robinson, c'est je crois que c'est. Non, le Ou c'est Robinson, c'est Disney Disney tout court. Pixar, pour le coup, ils ont cette réputation d'avoir toujours eu de la Oui, bonne oui. 3D, Ah etc. oui, attends, on parle de Disney là. Ouais, là, j'ai fait Ah, une petite ok. parenthèse sur Disney. Je pensais qu'on parlait de Pixar, c'est pour ça que j'ai Ouais, confondu. Désolée. peut-être que c'est mal compris, mais Pixar a toujours un peu redoré le blason de Oui. de Non, Disney. Ah oui, c'est Oui, quand oui. c'est quand ils sont arrivés justement à la tête de la filière animation de Disney, avec Ed Catmull et tout, qu'il y a eu justement une espèce de renaissance avec, enfin une deuxième renaissance du coup, avec La Reine des Neiges, Vaiana, tout ça quoi. Ouais, exactement, puisque à l'époque, dans les années 2000, c'est là où a été le fameux trou, un peu le creux de la vague de Disney, où avec Atlantide, La Planète au Trésor, pardon, Ouais. des films que nous on aime bien, qui sont nostalgiques, Oui, etc. Mm. Mais qui ont été des flops à l'époque et qui ont mis un peu en danger Disney. Et en parallèle, la saga Shrek a été un succès énorme, a vraiment marqué le coup chez DreamWorks, par exemple. Ouais, et là encore une fois, c'était un ancien de Disney qui s'est barré et Exactement. c'est Katzenberg, je crois. Jeffrey Katzenberg qui s'est barré de Disney et qui a fondé DreamWorks. Après, il était accompagné de je sais plus qui. Spielberg, non? Oui, il me semble. J'avais Spielberg, envie de dire, mais je voulais pas dire de Spielberg bêtises. l'a coproduit, Ouais, il me exactement. semblait, Ouais. ouais. Il y a moyen, ouais. Donc Ratatouille arrive dans ce contexte qui est que Disney est un peu en perte de vitesse sur la 3D. Il arrive et il fait un carton monstre et il redonne ses lettres de noblesse à Pixar, qui les a déjà, mais qui aident du coup à hisser Disney, puisque ça reste dans l'écurie Disney. Et ben cet aparté fait, on peut passer aux avis aux métaphores culinaires. Ah, ça sent trop bon. C'est quoi? Oh bah c'est mes slips que j'ai mis à bouillir. Je suis vraiment un imposteur. Mais pour moi, le film Ratatouille, c'est un peu une J'ai failli dire la même chose. C'est le putsch auquel tout le monde a pensé autour de la table. Hein. Mais parce que ça représente tellement le film. C'est quelque chose de traditionnel et de vraiment artisanal, mais qui est revisité avec un goût et une finesse pas possible, quoi. C'est des bons produits quand ils sont frais, quand ils sont bien trouvés, etc. Et qui sont mis ensemble, ça fait une explosion de saveurs. Enfin, pour moi, c'est vraiment... Justement, le plat est à l'image du film et c'est pas pour rien qu'il emporte le nom, quoi. Alors, est-ce que je fais mon Jean-Michel Connard qui s'est renseigné sur Wikipédia et qui te dit que c'est pas une vraie ratatouille? Ah oui, j'ai vu ça. C'est un... Alors, j'ai le plat. Comment ça s'appelle? J'ai pris la note. C'est un confit bieldi. Voilà. Jeanne, est-ce que tu veux enchaîner? Alors, ma métaphore, comme la ratatouille a été dite, et je suis ravie qu'elle a été dite parce que je pense que c'était important. Mais sinon, je pensais un peu à une pâtisserie, un peu comme un éclair au chocolat ou alors un sorte de pain au chocolat aussi, finalement. Parce que pour moi, ça se rapproche pas mal à l'enfance, ce film, quand même. Ouais. Parce que je l'ai adoré, je l'ai vu tellement de fois quand j'étais petite. Ouais. Et à la fois, il y a un truc auquel j'aime bien m'y retrouver de temps en temps. Et ces plats un peu sucrés comme ça, je trouve que ça se rapporte bien à mon enfance, en tout cas. Puis il y a un côté aussi français et un peu raffiné, finalement. Qu'on peut retrouver, même si ça a été quand même fait par des Américains, mais quand même, je trouve qu'on y retrouve aussi un peu la subtilité un peu gastronomique du film à travers ce genre de Ils nous ont fait honneur, honnêtement. C'est ça. Bah oui, je suis assez d'accord. Hein, c'est ce qu'on peut dire comparé à plein d'autres productions comme, sans la citer, Emily in Paris. Non, putain, je trouve qu'il y a eu un effort de recherche et de documentation, un minimum. Donc, c'est un peu clair. américanisé, mais il y a quand même un effort mais au moins, c'est assumé, quoi. Sur la culture. C'est à la fois une vision de Paris qui était recherchée, ou quand tu te renseignes un peu, tu vois très rapidement qu'ils ont passé beaucoup de temps dans des cuisines, qu'ils ont interviewé des chefs, qu'ils ont vécu là-bas, qu'ils ont... Voilà, ils ont fait vraiment le taf très bien comme il faut. Et en même temps, c'était totalement assumé qu'ils voulaient une version un peu carte postale de Paris. Donc, parce que ça reste un film d'animation pour les enfants, et etc. ça parle de rêve, ça parle d'espoir et donc c'est totalement logique. Donc, j'adore ce film. Ouais, moi aussi, mais en plus, tous les petits détails à chaque fois de regarder. Ça me fait penser aussi, on l'a vu au bon âge, c'est-à-dire on l'a vu nous au cinéma quand on était petits. Bon, toi t'es un petit peu plus vieille que nous, Jeanne, mais t'avais le... Voilà, non, ne m'enterrez pas. Non, ouais, Jeanne, on te ramène à l'EHPAD. Hein. Oh, dur. Non, mais voilà, on a eu le bon âge quand on l'a vu. Moi, je me souviens, je sais pas pour vous, de la bande-annonce de Ratatouille au début. J'étais allé voir un autre film à l'époque.
Et j'avais vu la bande-annonce où il s'est pourchassé avec des couteaux. Et je sais que c'était une des premières bandes-annonces où ça te dit pas vraiment l'histoire du film. Et moi, j'avais été hyper perplexe. Je me suis dit, mais déjà, ça m'avait fait peur. Parce que il se faisait pourchasser de partout, c'était très vif. Et après, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce film? Ça arrive bientôt et tout, mais qu'est-ce que ça va être, quoi. Et donc, ouais, je me souviens, visionnage au cinéma, c'était quelque chose. Tu vois, Ouais, c'était une claque, je me souviens ouais, aussi. c'est impressionnant, quoi. Mais je sais pas si je l'ai vu au cinéma. Hein. Moi, je l'ai vu à toutes mes vacances de mon enfance, pratiquement. Ok. Où, genre, vraiment, dès qu'on était quelque part, mes parents, ils nous mettaient dans une chambre avec mon frère et on regardait Ratatouille une millième fois. C'est la babysitter. Mais un petit peu, finalement. Rémi a un peu été mon babysitter à une époque. Hein. Donc, du coup, je me rappelle plus à ce moment-là où on nous a acheté du fast-food. En plus, rien à voir avec Ratatouille, finalement, l'univers gastronomique. Mais on se régalait et on regardait ça, quoi. Du coup, j'ai pas souvenir si je l'ai vu au cinéma. Je crois pas, mais j'aurais bien aimé. Hein. Et ben moi, je vais te suivre sur ma métaphore. Parce que pour moi, Ratatouille, c'est ce genre de film qui a un double sens de lecture. Suivant l'âge où tu le vois. Comme on a dit, on l'a vu tous et toutes ici quand on était petits, la première fois. Et donc pour moi, ça serait par exemple des pâtes fraîches à la carbonara. Et je m'explique pourquoi. Ouais. J'ai besoin d'explications, mais j'attends. J'ai une explication. Pour moi, en fait, les pâtes fraîches à la carbonara, quand tu les manges quand t'es petit, ça reste en fait un plat qui est réconfortant, qui est bon, qui est délicieux. Et tu aimes ça, ça fait partie des plats qui sont faciles à faire et que tes parents te préparent. En étant petit, tu t'arrêtes à ça c'est trop bon. En étant étudiant plus tard, c'est à toi de te mettre au fourneau et de faire tes fameuses pâtes fraîches à la carbonara. Tu te rends compte de toute la complexité de la chose. C'est-à-dire que les pâtes fraîches, il faut les fabriquer soi-même. Si tu fais des tagliatelles, il faut les étirer d'une certaine manière. Il y a un art derrière ça. Pareil, les lardons, il y a des espèces différentes de lardons. Ça peut être des lardons des Pyrénées qui sont très salés, très forts en goût, ou au contraire des lardons végétariens. Par exemple, pour ceux et celles qui mangent végétarien, ça va modifier le goût de ta carbonara. Dans la carbonara, il y en a certains, ils mettent des œufs, d'autres des oignons, d'autres ils mettent juste de la crème fraîche. Donc en fait, en étant adulte, tu reprends ce plat d'enfance, mais qui a énormément de subtilité et qui en dit beaucoup plus que ce que tu voyais à l'époque. Et pour moi, Ratatouille, c'est pareil. C'est quand t'es petit, tu le regardes, c'est trop cool. T'en mode, ah, Linguini, il est rigolo, Rémi, c'est trop bien. Et quand tu le regardes plus tard, ça me fait parler de vachement de choses. Ça parle du dépassement de soi, etc. Donc, comme tous les bons films d'animation, c'est des films qui peuvent être analysés par des adultes et qui trouvent une nouvelle étape d'analyse dessus. Et donc, c'est pour ça, voilà. Est-ce que ça te convient comme non, justification? mais ça me convient. Non, mais j'y retrouve, ouais, non, mais ça me convient. Donc, ces métaphores culinaires terminées, on va pouvoir passer à la zone spoiler. Donc, pour celles et ceux qui n'ont pas encore vu le film, qui ne veulent pas être spoilés, je vous invite à regarder le film. Et nous, pour celles et ceux qui ont vu le film ou alors qui s'en fichent, qui veulent voir nos analyses un peu plus poussées, où ça va spoiler, on va rentrer dans les détails et dans la fin, et à tout de suite après le jingle. Petite brochette de spoilers sur leur lit de rageux. Attention, c'est très chaud. Oh purée, oui, qu'on sent bien le sel. Vous êtes ici en partie spoiler et on va commencer donc par ma première analyse de la nourriture en général dans ce film fait très très écho à l'artistique en général. Le revisionnage m'a fait beaucoup écho à ma propre expérience de l'artistique et mon propre cursus, notamment à travers les écoles de cinéma. Rémi, qui est un petit rat, arrive dans Paris, capitale où il y a énormément, c'est là où c'est une ville-monde où il y a énormément d'activités artistiques dessus. Il sort de sa campagne, on sait pas exactement où elle est. Je viens de campagne, Sarah vient de campagne aussi et tout, etc. N'est pas parisienne de base, Jeanne non plus. Il y a ce cursus de, on est parti de notre campagne pour aller dans la grande ville en général, pour apprendre l'art en général. Moi j'ai trouvé que la cuisine, c'était un peu le côté, le premier stage, la première école où vraiment on va se confronter aux techniques professionnelles de l'art, où chaque plat va être une œuvre créée à part entière. Les ingrédients vont être par exemple pour certains une palette de couleurs ou des éléments de film, etc. Suivant, en fait ça peut aller à tous les genres d'art, que ce soit la bande dessinée, que ce soit la littérature, que ce soit le cinéma. Et donc Rémi, ça serait le jeune prodige, en tout cas la jeune personne très motivée, qui n'a pas forcément ni les moyens ni l'origine sociale prévue pour y arriver dans ce milieu-là, qui est quelque chose de très huppé, qui coûte cher. L'art coûte cher en général, mais qui va être mis en parallèle avec le fils du patron, le fils d'un grand artiste. Par exemple, Linguini dans ce film, on peut le comparer au fils de Tarantino ou au fils de Bilal, d'Enki Bilal. C'est le fils du patron. On a vécu, par exemple, je sais pas pour toi, Jeanne, si tu as vécu ça dans ton école, mais à 3IS, donc l'école où on a été avec Sarah, il y avait ces fameux fils à papa qui étaient là uniquement parce que leurs parents avaient de l'argent et les avaient mis dans une école parce que l'art c'est sympa, le cinéma c'est parce ok. qu'ils savaient pas quoi faire d'autre aussi. Voilà, exactement. Et donc c'est un peu à l'image de Linguini où ils sont là par défaut, ils n'ont pas vraiment de talent ni rien de ce soit, ni d'ambition. Et à défaut, Rémi qui sont un peu à notre image où on est là pour une bonne raison, on a la niaque,
on a fait un prêt, on est là, on en veut quoi. Et Colette, on en parlait tout à l'heure, Colette qui est un peu l'étudiante, qui a plus de bouteilles, qui va former sur le tas son acolyte, qui va être Linguini, et par dérivé Rémi caché sous le chapeau. C'est comme si nous voilà, on faisait un stage sur un plateau. Encore une fois, moi j'ai trouvé pareil des échos au monde du cinéma, parce qu'en cuisine c'est un art collectif, un plat, surtout dans la cuisine, dans la haute cuisine, ça c'est très bien représenté. Les gens ne font pas un plat de A à Z, il y en a qui sont les sauciers comme elles le disent, il y en a qui font juste la mise en place, il y en a d'autres qui vont faire la cuisson. Pour avoir été dans des cuisines comme ça immenses, c'est vrai, je valide. C'est vrai. C'est vrai, j'ai pu le voir de mes propres yeux. Ça me fait beaucoup écho au cinéma où c'est très 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 rare, voire quasiment impossible que quelqu'un fasse tout de A à Z dans un film, même produit à grande échelle. Et donc il y a un cadreur, il y a un chef-op, il y a un script, il y a un réalisateur, mais il y a un figurant, etc. Donc là aussi, plein d'échos par rapport au monde du cinéma et à ces ambitions-là où à la fin justement Rémi et Linguini ont achevé leur arc narratif, où par exemple Linguini se rend compte qu'il n'est pas forcément fait pour l'art et il en est très content puisqu'il termine en tant que serveur. Sa carrière était servie sur un plateau, il avait juste à prendre les rênes de son père et à continuer ces grands classiques, comme on pourrait voir certains réalisateurs ou certains fils d'acteurs, comme par exemple Lily Rose Depp, elle avait déjà le réseau, etc., elle continue comme son père. Et là, en parallèle, du coup, Rémi qui lui devient un grand chef et donc devient un nouveau réalisateur, artiste, etc., accompli. Et donc voilà pour moi tout ce rapport à la nourriture, et pour moi en fait le restaurant de Gusto, c'était pas un restaurant, c'était une école d'art. On peut s'amuser à voir dans tous les personnages de cuisiniers des profils d'étudiants qui sont là pour une bonne raison dans l'artistique et qui ont leur rapport à ça exactement. Et Rémi a ce rapport-là avec sa famille où au départ, il a un talent, mais ses parents veulent pas, en tout cas sa famille, l'utilise pour autre chose, c'est-à-dire il a un odorat qui est fort, mais son père lui dit va pas dans l'artistique, on s'en fout, tu restes juste à sentir les trucs. Ouais, tu dois faire ton devoir. C'est ça. Donc on peut raccommoder ça avec beaucoup de destins de personnes qui veulent être dans l'artistique, mais du fait des raisons économiques et tout ce qu'on a dit avant, leurs parents les déconseillent, ou en tout cas refusent catégoriquement de les envoyer en école. Pour un vrai métier, quoi. Voilà, faire un vrai métier où, ok, c'est bien beau de faire des œuvres, mais là c'est plus concret, on a besoin de manger, etc. Fait quelque chose qui sert plus, quoi. Et je trouve que Brad Bird représente très bien cette industrie-là de l'artistique. Mais tellement. Voilà, avec toutes ces nuances, on peut s'amuser à trouver tout ça. Je terminerai avec un petit topping. Ce parcours d'étudiants, on va dire, croisé entre Linguini et Rémi, se retrouve aussi dans les plats qui sont préparés. C'est-à-dire Rémi prépare 3 plats dans Ratatouille, qui sont un peu ses œuvres, ses courts-métrages, ses premières BD. Donc, la première, c'est une soupe. Donc la soupe, c'est quoi ? C'est des légumes, c'est des ingrédients qu'on mixe avec de l'eau. Et la soupe, c'est pas vraiment un plat, déjà qui est très compliqué. Tu mets juste les choses dans une marmite, tu les mixes et ça fait un petit melting pot. Les ingrédients, tu peux en mettre 15 dedans, ils vont se mélanger entre eux, il y en a certains qui vont être étouffés par d'autres, ils vont pas être trop dénotés. Donc au début on peut dire que Rémi, à défaut d'avoir ses vraies intentions, sa vraie personnalité artistique, il va réutiliser tout ça, il va faire quelque chose de très convenu, de très passe-partout, mais qui est pas très défini dans ses choix. Puis il y en a une autre à un moment, alors on n'a pas réussi à le retrouver, c'est le plat que même Gusto n'arrivait pas à faire. Et le il truc fait avec des œufs d'esturgeon, des tripes. Voilà, c'est ça. Ouais, des algues aussi. Ouais. On pourrait qualifier de je crois que c'est l'ultime. une brioche. Ouais, c'est ça qui est un peu le projet foiré du papa, donc le projet artistique foiré, que Rémi se réapproprie et fait quelque chose d'autre, donc il fait une tentative, et je me souviens plus exactement ce qu'il a fait, je crois que tu m'avais dit c'est du poisson, Jeanne. Enfin, en tout cas, ça reste du poisson, je pense. Après, il modifie, il me semble, le plat, mais après, c'est pas vraiment très précisé comment et avec quoi. Enfin, après, je pense que si on met sur pause et on regarde les aliments qu'il met, on peut peut-être voir un peu ce qu'il fait. Ouais. Voilà, c'est ça. Mais en soi, il change un peu la sauce, il change pas mal de choses en il cours de route. réarrange ce truc. Et alors que Colette essaie de lui en empêcher en même temps, et du coup, il y a ce côté. C'est ça. Donc, je pense que ça reste au poisson, parce qu'il y a tellement de trucs au poisson quand il le Oui, décrit ouais, au début, que je pense pas qu'il a pu enlever non plus totalement du truc. La sauce, en tout cas, il y a vraiment un truc qu'il a fait de différent. Du coup, peut-être un rappel au premier plat où il s'est un petit peu déjà échauffé, quoi. Ouais, mais y a de ça. Je pense, moi, ça va dans un peu l'analyse que j'en ferai. C'est il se réapproprie un projet de son grand maître, de son idole. Il le met un peu plus à sa sauce. Il fait pas encore quelque chose de complètement affirmé dans ses choix parce qu'il réinvente juste une recette. Mais déjà, il est un peu plus défini que sur une vraie soupe. Et il termine par le climax quand il propose une ratatouille, donc qui est un plat donc provençal qui a du caractère, qui est vraiment issu d'une culture gastronomique française particulière, la Provence.
Donc la ratatouille, c'est un plat très fort en goût. Il y a beaucoup moins d'ingrédients que dans une soupe. Et chaque ingrédient est pressé au maximum pour tirer tout son jus et toutes ses saveurs et avoir des choix beaucoup plus affirmés, ce qui convient totalement par exemple à Antonego. Et donc on voit une vraie évolution dans la préparation de ses œuvres, entre guillemets. C'est qu'il a réfléchi ses idées et à la fin au point d'en faire sa spécialité qui est la ratatouille, qui est du coup un plat très affirmé dans ses choix, autant culturels que gustatifs. Ouais, il y a pas mal de choses que tu as dites sur lesquelles je vais sûrement rebondir. Le rat qui fait de la cuisine, c'est vraiment l'exemple parfait si on veut faire une métaphore de ce que c'est que d'être un auteur, en fait. Enfin, auteur au sens très large, hein, je dis auteur d'une œuvre. À la fois parce que, comme tu as dit Camille, c'est quelqu'un qui vient de la Cambrousse, donc c'est une métaphore parfaite pour parler de ce que c'est que d'avoir envie de produire une œuvre en venant de nulle part, en étant personne en fait. C'est le rat, c'est littéralement le plus bas de l'échelle, c'est l'animal qui symbolise soit la saleté, la peste, donc la maladie, c'est ce qu'on évite, c'est ce qu'on essaye de tuer. C'est comme ça malheureusement qu'on appelait les juifs pendant la Shoah parce qu'on voulait les comparer, déjà les déshumaniser, mais aussi les comparer à de la vermine, à donc quelque chose d'envahissant, de sale, qui transmettait des maladies. Donc vraiment c'est l'animal qui... malheureusement pour lui, parce que les rats, c'est des animaux qui peuvent être des animaux. Waouh. Ah, j'ai eu mal à mes oreilles là. Des animaux, pardon, qui peuvent être très affectueux et très adorable. intelligents, vraiment. Donc ils l'ont vraiment eu mauvaise au cours de l'histoire en fait. C'était la métaphore parfaite pour incarner le parcours de Rémi. L'outsider, celui qui est extérieur au monde. Exactement, celui qui n'a vraiment pas sa place dans ce monde-là et qui va devoir cacher qui il est, qui va devoir se justifier en permanence, qui va devoir subir le regard extérieur et le regard erroné que la société a sur lui, alors qu'il sait pertinemment qu'il est plus que ça. Et à la fois, c'est pas seulement un rat, c'est un rat qui veut faire de la cuisine. Et qu'est-ce que ça implique ? Ça implique, c'est un débat, mais là, on va le considérer dans ce podcast comme un art. C'est validé. Ouais, je pense que je vais pas avoir trop de détracteurs là-dessus. Au bout d'un moment, ouais. Surtout avec ce film, je veux dire, comment tu peux ressortir et dire que non, quoi. C'est difficile. Hein. Mais c'est aussi un art qui est extrêmement visuel, qui est aussi olfactif, bien sûr, aussi sonore, parce qu'on se rappelle de cette fameuse scène où elle fait craquer le pain dans l'oreille. Oui. L'ASMR total, vraiment, je pense qu'il a commencé là. Mais j'ai des choses à dire sur ce pain, parce que je suis désolée, mais le pain qui fait ce bruit, c'est souvent le pain sec et rassis depuis un moment. Hein. Ah, je suis pas d'accord. Pour moi, c'est pain qui croustille comme ça. Mais en fait, moi, les seuls pains qui font ça, c'est les pains secs, en fait, en général. C'est ceux qui sont croustillants à l'extérieur, surtout, tu vois. Mais celui-là, il est vraiment très croustillant quand même. Les boules de campagne, franchement, si le pain est bien cuit, ça croustille très très fort. Hein. Ah ouais. Mais après, ça devient un bruit un peu sourd parce qu'il y a la mie bien fondante à l'intérieur. Mais il me semblait que dans le bruit justement du film, genre je ressens pas très vraiment j'entends juste un croustillement un peu aigu. Et j'avoue que je suis un peu dubitative de Colette, à qui je respecte totalement le. Faudrait faire le test des pains rassis et des bons pains. Parce que ça serait une tellement bonne idée. C'est vraiment à l'oreille. Moi, le bruit est différent. Pain rassis ou pain de campagne, aux 4 épeautres, tu vois. Mais voilà, donc c'est un art, dans sa préparation, c'est un art qui culmine tous les sens, qui est vraiment complet, qui demande une réflexion, une culture, mais qui à la fois est très instinctif. On peut même se demander si l'art, c'est pas ça au final, c'est l'accumulation de la connaissance et de l'expertise de l'artisanat avec celui de la sensibilité de l'auteur et de son instinct qui fait que ça en devient une œuvre en fait, qui est à la fois brillante au niveau des procédés et de ce qu'elle exprime et de ce qu'elle véhicule comme émotion. Et du coup, la ratatouille devient en ce sens l'œuvre ultime, tout court, l'œuvre ultime de Rémi, mais pas que, parce que c'est à la fois un plat qui va plus loin, une œuvre qui va plus loin, qui est réinventée, qui est remise au goût du jour, mais qui aussi revient à quelque chose d'essentiel. Voilà, Rémi revient à ses origines en fait, à la campagne, même à ce qu'il est en tant que créature, puisqu'il y a le mot rat dans Ratatouille. C'est vrai.
T'avais jamais fait le rapprochement? Pas vraiment, tu vois. Mais maintenant que tu le dis, effectivement, ratatouille, tu vois, même Ouais. en anglais. Mm. Pouah. Et du coup, ça incarne parfaitement qui il est en tant qu'auteur. Et c'est ça d'ailleurs qui provoque l'émotion bouleversante qu'a Ego. C'est qu'il revient. C'est une Madeleine de Proust au final. Et c'est ce qu'il peut y avoir de plus bouleversant dans l'art. C'est quand ça nous fait revenir au plus profond de nous-mêmes et qu'on a cette espèce de flash, quoi. Ce flash de la ratatouille, quoi. Aussi, comme tu as dit Camille, il y a un côté très cinématographique parce que une équipe de cuisine, une brigade, c'est comme une équipe de tournage où effectivement c'est un effort d'équipe, c'est un effort aussi de présentation et de mise en scène, c'est un effort à la fois visuel et dans le fond, de réflexion, d'organisation. Chaque artiste pourrait s'identifier à l'art qu'il y a dans Ratatouille. Et pour moi, c'est vraiment l'art parfait qu'il fallait utiliser pour exprimer ça. Et voilà, Rémi, il représente vraiment ce plus bas de l'échelle, cette espèce d'ascension sociale que peuvent avoir les artistes. À la fois, c'est très difficile d'aller dans le milieu de l'art si on n'est personne, si on n'a aucun moyen. Et à la fois, on a juste besoin de sa passion pour devenir quelqu'un de grand. Donc c'est un espèce de rêve américain, on va dire, mais vécu à Paris. Et oui, une dernière chose aussi pour me rapprocher de ce que je voulais dire par rapport à l'art idéal pour représenter leur vision, c'est que le critique, qui peut être assimilé à un critique d'art en général, il s'appelle Ego. Et je me suis posé la question, est-ce que c'est pas... en fait, le but final, c'est de plaire à Ego, de plaire à l'ego. Son ego. En psychanalyse, je veux dire, psychologie, je veux dire. Oui, d'un point de vue purement métaphorique, quoi. Oui. Est-ce qu'en fait, il réussit pas pleinement à devenir l'artiste ultime, à devenir pleinement qui il est, en s'acceptant lui-même, en acceptant qu'il est effectivement un rat, que peut-être il aurait dû naître autrement, qu'il ne s'était pas mérité, mais qu'au final, la vie, on peut pas, enfin voilà, on choisit pas comment on est, enfin comment on est du verbe naître. Oui. Et c'est au final en acceptant pleinement qui il est, en acceptant que le plat qui le représente, c'est la ratatouille et pas forcément, je sais pas, le caviar, que du coup, il peut plaire à Ego, qui peut plaire à l'ego. Et que justement, Ego est captivé parce qu'on lui a servi quelque chose d'honnête, pas quelque chose de convenu ou de... Parce que d'ailleurs, c'est pour ça que Gusto tombe un peu en désuétude, c'est qu'il devient trop classique, il fait plus trop de... Il est plus aussi innovant qu'à l'époque. Et c'est ça qui séduit Ego, c'est qu'on arrête de lui servir des choses banales ou des choses convenues ou des choses, faussement intello ou pleine d'ego, quoi, en fait. Ouais. Et c'est quand on lui sert une œuvre vraiment honnête ça fait un peu ça me fait penser, en fait, je trouve c'est carré, parce que ça me fait penser, par exemple, le moment de césure un peu qu'a Rémi avec son père, la fameuse scène qui a traumatisé tous les enfants, où son père l'amène sous la pluie devant la devanture du magasin anti-rats, on va dire, où il y a des cadavres de rats qui parsèment la vitrine. Rémi, justement, ce qu'il dit quand son père lui dit mais qu'est-ce que tu fais et tout, il dit je vais essayer enfin de m'assumer d'être un rat et d'assumer ce que ça implique. Et donc ouais, ça correspond bien. D'où ça me fait rebondir aussi Skinner. Ouais. Qui lui du coup veut l'antagoniste du film, qui a récupéré le restaurant le temps du film, veut transformer les œuvres de Gusto, donc la cuisine de Gusto, en des choses un peu très blockbuster qui s'associent à toutes les firmes du monde, et il parle à un moment de corn dog, etc. Vraiment, je veux pas être méchant contre les Américains, mais le corn dog c'est vraiment pas le summum de la cuisine. Ah oui, non, mais clairement. Mais il s'en manque c'est un ironique. peu dedans. Bah oui, genre, ils font un petit peu genre l'autre qui s'occupe de la société, un peu là en mode c'est quoi déjà Ah oui, ok, bon. Puis comme tu disais, il y a cette vision blockbuster. Je me demande si effectivement il n'y a pas un peu une petite critique du milieu du cinéma. Il y a peut-être une petite là-dedans. pique envers Disney. Il y a peut-être. En vrai, moi je pense que c'est carrément le cas. Surtout pour les produits dérivés et tout, Disney là-dessus, tous les deux, rien que ça, on parlait un petit peu. Dans Monstres et compagnie, déjà, on l'avait étudié en cours. Nous, on avait vu dans Monstres et compagnie, il y a un petit taquet comme ça que Disney se prend derrière la tête. Je pense que c'est pas impossible que le côté Skinner, ce soit un peu Disney qui veut se réapproprier une recette qui marche et qui veut l'exporter à tous les pays du monde. En faisant facile. C'est ça. Comme on peut voir 15 ans plus tard avec Mulan, où c'est le remake live, où c'est on veut plaire au marché chinois. C'est même pas on veut faire quelque chose d'honnête, avec de la sincérité, comme on a dit pour les plats. C'est en fait on fait un truc qui correspond à leur marché, quoi. C'est un produit marketing. Exactement. Un objet marketing. Voilà. Entièrement d'accord avec ça. Je trouve aussi que Linguini, il incarne ça, et que c'est un peu
Rémi et Linguini sont un peu deux parties d'un seul tout, parce que c'est vraiment très, très freudien tout ce que je vais dire, hein, mais on a ego, donc voilà, l'ego, hein, tout ce qui est de plus freudien comme terme. Oui. Enfin, c'est pas lui qui l'a inventé, mais voilà, ça fait partie des théories qu'il a avancées. Dans ce que Freud a conceptualisé, il y a le moi, le surmoi et le ça. Pour moi, justement, Rémi, c'est un peu l'intérieur, l'être intérieur, celui qui est caché, celui qui ne se montre pas en société. Au contraire, on a Linguini, celui qui est le masque de société, celui qui sert juste d'enveloppe extérieure, parce que lui n'a aucun talent, justement. Enfin bon, quoique on peut débattre sur le fait que est-ce que le talent ça existe ou pas. Il est très Bref. bon serveur. Voilà, en tout cas, il est pas fait. En tout cas, on peut dire qu'il est pas. La cuisine, c'est pas son truc. Voilà, on sera tous d'accord là-dessus. Et en fait, c'est que en acceptant qui ils sont vraiment que voilà, Rémi est un rat et Linguini, malgré sa filiation, n'est pas fait pour faire partie de cette généalogie de grands cuisiniers. Donc c'est que en acceptant vraiment qui ils sont qu'ils peuvent devenir pleinement eux-mêmes et être épanouis. Ouais, complètement. Moi, ça m'a fait penser pendant que tu parlais aussi au fait que Rémi et Linguini qui s'exercent à deux à avoir leur combine. Moi, ça m'a vachement rappelé. En plus, c'était dans leur appart, un peu parisien, sous les combles, etc. Ça m'a rappelé un peu les premiers, par exemple, travaux que tu peux faire avec ton pote en dehors, un peu en DM, etc. En mode, on teste ce qu'on a appris en cours. La complicité d'un duo, que ce soit duo scénariste-dessinateur, Ouais. ça peut être scénariste-réalisateur, scénariste-réalisateur ou co-réalisateur, Ouais. et qu'à la fin, justement, ce cursus de fin d'école fait que chacun décide de sa voie. Ouais, Et, c'est pas faux, ouais. Moi, ça m'a fait beaucoup. Enfin, encore une fois, c'est très personnel, donc c'est une analyse qui n'est pas forcément la plus objective du monde. Mais ce côté-là de débrouille un petit peu, en plus, bon, c'est drôle parce que voilà, la crêpe, elle passe par la fenêtre, Oh etc. là là, mais Ouais. qu'est-ce que j'ai ri sur Mais cette scène. ça fait partie des blagues qui me catchent, mais à chaque fois, Ah avec ouais. quand Rémi dit bonjour à un mec dans la rue et le gars s'explose. Ah sur oui, le tableau. avec toutes ces baguettes là qui tombent. Toutes les baguettes de pain. Ou les pâtes dans la casserole, puis après il les secoue. Ah oui. et puis ça, c'est... Il y a énormément de blagues comme ça. L'animation est tellement au poil. Ah, mais de- c'est incroyable. de- Le timing. Mais timing. chaque mouvement est parfait au niveau comique. Ah ouais, c'est quoi. ultra C'est drôle. incroyable. Donc Ah, voilà, ouais. c'est pour conclure, voilà, c'est ça, je revenais sur ça. Et à la fin, quand ils quittent l'école, c'est-à-dire qu'ils quittent Gusto, Ouais. parce que la firme Gusto ferme, etc. Ouais. Bah, qu'est-ce qu'ils font ? Ils font leur entre guillemets propre boîte à deux, Ouais. qui est le restaurant plus cosy, on peut dire une boîte de ciné indé, peut-être. Moins international, qui s'appelle La Ratatouille. Et donc là, on a un peu cette question-là de, il y en a un qui est du coup producteur, machin Oui, chouette, ouais. et l'autre, c'est le réalisateur qui gère ses petites boîtes, Ouais. etc. L'artiste et le gérant. L'artiste et le gérant, et chacun a trouvé sa voie, parce que comme tu disais, et ce que dit le film, tout le monde ne peut pas être cuisinier, mais par contre... Un cuisinier pour sortir de nulle part. Voilà, exactement. Oui, Et ouais. donc, Cette phrase incroyable. c'est ça, et si on remet niveau dans un artistique, contexte un peu plus terre à terre, c'est-à-dire que tout le monde n'a pas les moyens de s'offrir une formation en artistique, etc. Mais si on en offre la possibilité à certains, tout le monde peut se révéler si on leur donne l'occasion. Ouais, Mm. tout Ça, à c'est fait. beau. Ouais, c'est Oui, beau. mais je trouve que quand même, j'accentuerai un petit peu sur la nuance que fait d'ailleurs et Anton Ego là-dessus, c'est que c'est pas non plus tout le monde qui peut Oui. le devenir, même avec les moyens en l'occurrence. Oui, c'est c'est ça. vraiment c'est ça. ce En tout cas, côté ceux qui sont... où ça peut venir de nulle part. c'est Et ça. Voilà, c'est du ça. coup, par exemple, Linguini, lui, en l'occurrence, n'a pas cette Exactement. fibre-là et Jamais cette cuisiner. passion. Non, c'est ça. Et, c'est pour ça qu'il et à fait vrai autre chose. dire, c'est parfois aussi ce qui est triste dans l'artistique, c'est que certains se rendent compte qu'en y allant, que finalement, c'est pas forcément leur truc ou des trucs comme ça. Le fameux déni. Et mais c'est difficile et Ah en oui, même temps, complètement. mais du coup, ouais, c'est cette petite nuance-là qui, je trouve, est Très, très, très forte. mature aussi pour Ouais. un film parce que c'est vraiment dire, ça peut venir de nulle part, mais à la fois. Mais justement, il l'avait jamais compris cette phrase-là. C'est oui, ça qui est beau. C'est ce qu'il dit. Ouais. C'est que Oh. ce plat le fait tellement remettre en question que ça lui change la philosophie de sa propre vie, qu'il devient une autre personne. Mmh. Et même Rémi, au Il début... devient poète. Ah, parce que, comme on disait, le discours de fin, Ah, mais incroyable. moi, Ouais. je peux pleurer sur ce Ah discours. ouais. hein, vraiment. Mais la meilleure critique du monde, tu lis Ah ça ouais. dans le journal pour un truc que t'as fait, mais Ah genre. non, mais moi, je peux mourir en paix après Mais ça, c'est quoi. exactement. Là, on parlait, c'est un dernier petit écart, on parlait de la finesse de la réalisation et de l'animation. Ah, mais... Est-ce que vous aviez remarqué que la machine à écrire de Anton Ego, C'est un c'est une tête crâne. de mort Ouais, ouais, ouais. Et J'ai la remarqué salle, ça. c'est un cercueil.
Oui, 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 c'est ça. Mais moi, quand j'ai revu le visionnage, j'ai fait le même de Leonardo DiCaprio là, qui claque des mains devant la télé. Je dis, mais attends, mais c'est une tête de mort. J'étais là, je fais, mais waouh, tout ça, vraiment les petits détails apportés à l'animation. Mais ça, c'est Pixar, ça. C'est ça, et c'est beau parce qu'en fait, ça te donne une image genre, où tu vois, c'est un cercueil, etc. Donc tu sens qu'il est très austère, machin chouette. Et ça te sert le personnage sans avoir jamais rien dit sur lui, quoi. Juste dans sa façon d'être, etc. Ouais, c'est ça qui est. Enfin, ça, tu diras pas le contraire, hein, Jeanne, mais pour donner la personnalité d'un personnage, le character design, ça joue énormément. Mais oui, les formes, que ce soit des courbes ou justement des angles, la longueur, qu'est-ce que ça veut dire d'un personnage, la rondeur, les couleurs. Enfin, il y a tout ça qui joue, quoi. Et c'est vrai que Ego, pour le coup, il est extrêmement bien caractérisé. Ah oui. Et il était inspiré d'un acteur français. Ah bon J'ai vu ça. Je sais plus comment il s'appelle. Jean, je sais pas quoi. Jean Rochefort. Non, alors là, c'est raté. Hein. Ah, mais c'est vrai qu'ils ont une attention aux détails. Moi aussi, c'est les mouvements qui m'impressionnent beaucoup. Linguini, il bouge comme une spaghetti. Ouais, non, mais c'est ça. Ça, c'est... Ouais, je crois. mais je me suis refait la réflexion à voix haute quand j'ai revu le truc et j'ai réfléchi 2 secondes, je me suis dit, oh, ils sont forts. Non, mais oui. C'est les petits easter eggs qui sont pas gratuits en plus, c'est pas juste des petits rêves pour dire ceux qui sont malins, vous les aurez. C'est des petits détails qui font que tout participe à ce tout qu'est le film. Et tout participe à véhiculer une émotion. Et ça pour moi, c'est l'art ultime, quoi. Et là, mise en abîme, méta, tout dans un plat de luxe comme ça, participe au goût final. C'est-à-dire la façon de disposer les ingrédients, la façon dont c'est mélangé, la façon dont tout... Exactement. Et ça participe au goût final. Voilà. Tout est dans les détails. Tout est dans les détails. Non, mais ce film, c'est vraiment une lettre d'amour à l'animation, en fait. Ah ouais. Parce que, comme vous disiez tout à l'heure, le côté aussi équipe, et qui est très présent dans l'animation quand même. Ah oui, le côté où chacun a son rôle. Et genre, vraiment, avec ce film, je trouve qu'on ne peut pas passer à côté. Quoi. Ah ouais, non, complètement. Est-ce que du coup, tu vas enchaîner sur ta fameuse écoute, partie, Jeanne ? Je vais enchaîner. Conclue la boucle. Alors évidemment, je ne veux pas trop m'éloigner non plus du domaine de l'art, parce que je sais pas, ce film, il donne envie de parler d'art. Ah, t'aurais pu nous surprendre, dire ça, en fait, ça parle plus de chaussures, ce film. De comment on marche. Parce qu'on est du point de vue d'un rat, donc il y a tout plein de plans de chaussures, donc on pourrait s'amuser à voir. C'est l'histoire d'un pouce. Mais justement là-dessus, comment est animé Rémi aussi, tout à sa taille justement, ou comment il manipule les objets et tout ça. Je trouve ça toujours fascinant de voir comment, avec beaucoup d'inventivité. Genre une grosse spatule en bois, pour lui, c'est genre c'est un mât, quoi. Mais du coup, il se sert des objets à chaque fois. Et c'est super de voir l'inventivité des réalisateurs, de voir comment ils ont utilisé ça, de comment se dire cette spatule, on peut s'en servir pour qu'il monte. Oui, la louche. Oui, c'est la louche du coup. La louche qui tourne sur elle-même pour que ça fasse un escalier. C'est des trucs auxquels quand t'es humain, tu penses pas trop. Non. Et du coup, il faut vraiment se mettre du coup à la place de ce petit animal et d'y penser, quoi. Et je trouve ça fascinant à regarder et à re-regarder. Apparemment, ils ont mis un mec en costume de rat. Non. Vas-y, monte sur la louche là. Oh, putain. Trouve une solution pour monter sur cette casserole. Le mec qui fait du parcours là. Je suis bien payée. Non, mais apparemment, ils avaient amené des rats au studio pour les observer. Enfin, ça, c'est très Pixar aussi. C'est Disney qui faisait ça aussi avec Bambi, etc. Oui, ça, c'est vrai que c'est une technique qui est faite depuis longtemps, de ramener les animaux au studio pour pouvoir les dessiner. Ils ramenaient souvent des jeunes filles pour jouer les princesses, ils les mettaient en robe pour voir comment les robes flottaient. Enfin, ça, c'est... De toute façon, les animateurs, ils s'inspirent de la vie réelle, donc il n'y a pas mieux que la vie réelle. Tu peux confirmer ça, Jeanne, pour le dessin aussi, l'observation, énormément. Ouais, après, c'est vrai que eux, là-dessus, ils ont vachement le budget pour ça, parce qu'ils payent aussi les animateurs pour aller dans des pays. Par exemple, je pense à Lilo et Stitch, ils sont allés à Tahiti, ils ont sûrement d'ailleurs allé à Paris pour faire Ratatouille. Oui, c'est ça, oui. Ils ont mangé dans des grands restaurants. Mais voilà, du coup, ils ont pu visiter toutes les cuisines et ça aide de ouf. Quand t'es payé pour pouvoir rassembler toute cette doc, ça permet qu'à la fin, tu puisses aussi avoir Toi, t'as Google sacré, Images, du coup. C'est ça. Toi, t'as Google Images, du coup, tu fais avec ce que tu peux. Du coup, c'est vrai que tu t'imprègnes un peu moins de l'endroit, t'as aussi moins des subtilités que tu peux choper en étant dans un endroit vraiment réel. Et que, bref, quand on peut le faire, on le fait au maximum, quoi. Et c'est vraiment, je trouve, la force de ce studio, en l'occurrence, qui permet vraiment ça. Toi, pour le coup, je reviens sur ce que tu fais comme travail. Tu dessines donc beaucoup pour le National Geographic et même par ton univers sur les insectes, sur le petit monde. Et
pour avoir passé beaucoup de vacances avec toi des fois, tu dessines beaucoup les premiers degrés des insectes, des grémis et tout. Tu fais beaucoup de travail d'observation sur le vif comme ça aussi. Tu vois. Mais pas assez sur les décors, par contre, c'est un petit problème. mais ouais, après, ça devient naturellement aussi, quoi. Mais c'est vrai que d'observer ton environnement, c'est vrai qu'aussi le monde du petit m'impressionne beaucoup. De savoir dessiner et faire naviguer un petit personnage là-dedans, je trouve ça pas facile à imaginer, quoi. Tes petits les grémis là, ils sont quali, hein. C'est adorable. C'est vrai. Mais du coup, pour retourner à l'analyse, du coup, parce que c'est vrai que je me suis un petit peu. Mais bon, on s'est perdu. Ouais. Oui, on s'est tous perdus. On digresse, il y a pas de problème. Mais ouais, moi je pense que je partirais un petit peu. J'ai aussi l'analyse artistique finalement qu'on retrouve tous là-dessus, mais j'irais plus sur le côté des minorités du coup en l'occurrence, auxquelles on parle pas mal dans ce film, notamment à travers Rémi du coup en l'occurrence, qui vient, je pourrais dire aussi d'une autre classe sociale, et que Linguini ne comprend pas toujours aussi à des moments où le juge beaucoup là-dessus. Dès qu'il fait un côté de travers, il se fait vite, ce qui est un peu normal aussi quand tu regardes vraiment dans le contexte, dans le sens où il ramène sa famille de rats dans son lieu de travail, et que c'est quand même un endroit d'hygiène et que bon, ça se fait pas. Mais c'est pour les nourrir, quoi. Mais donc oui, mais c'est aussi ce côté-là. Lui, à côté, il voit toute sa famille qui meurt de faim un peu moins dans la deuxième partie du film, je crois, mais quand même qui sont là, qui demandent à manger et qu'il a accès à finalement à un endroit qui est très riche, finalement, avec des produits de qualité et auquel il a envie de faire partager aussi sa famille, parce que lui, il en profite, mais on lui interdit de faire partager sa famille là-dessus. Et il y a aussi tout ce côté aussi au niveau de l'ego de Linguini qui est quand même, au bout d'un moment, on prend un petit peu la place quand même, mine de rien. Dès qu'il passe du temps avec Colette, il prend des plumes un peu. Hein, un petit peu, ouais. Une fille. Ça lui fait... mais du coup, à ce niveau-là, où il met quand même totalement de côté Rémi, et qui est finalement quand même celui qui est toute la partie créative quand même du succès que peut avoir Linguini. On peut sentir la frustration de Rémi là-dessus, et le fait que Linguini s'en rende pas du tout compte. Du coup, je fais un peu un parallèle avec ton analyse à toi, avec le côté fils à papa et tout ça. Même si Linguini est présenté au début en mode il sait pas qu'en fait son papa il était méga riche et que voilà. Mais il y a du coup aussi cette facilité qu'a Linguini aussi. C'est vrai que lui, par exemple, il a eu moins. Enfin, il a peut-être cherché aussi avant quand même, mais je veux dire, il a quand même le support de sa mère. Là où Rémi l'a pas du tout, parce que il a même pas de mère. Allez, bam. C'est vrai que les personnages féminins là-dessus, alors il y en a une qui est morte, il y en a une, on n'en parle pas, et il y a juste Colette, du coup, auquel je viens juste après, justement, en parlant de minorité. C'est un peu le syndrome de la Schtroumpfette, quoi. Après, je trouve que quand même... Ça fait ken par tout le monde. Non, c'est le côté... C'est ça le syndrome de la Schtroumpfette. Non. Le syndrome de la Schtroumpfette, c'est la seule personne personne féminine dans un milieu très masculin, etc. Et du coup, elle a un peu tous les clichés, où c'est un peu comment on pourrait dire, le token, tu vois, c'est genre il y a une fille donc c'est bon, on n'a pas besoin d'en mettre d'autres, quoi. C'est un peu ce principe là, tu vois. C'est vrai que c'est un peu ça, même si pour moi quand même elle est vraiment développée là-dessus. Ça, c'est elle en parle direct, cash, et elle va direct sur le fait que finalement c'est une femme, et du coup on attend 2 fois plus d'elle. Ça, c'est bien. Parce que c'est un monde dans lequel oui, effectivement, la cuisine, où on te laisse pas trop rentrer, même si on n'arrête pas de dire femme à la cuisine. Dès que ça devient un métier, ça devient compliqué, quoi. Mais je trouve ça justement intéressant là-dessus, parce que y a un moment surtout où on voit la frustration de Colette, de voir où elle prend plaisir finalement à apprendre à quelqu'un d'autre, du coup à se débrouiller dans la cuisine, à avoir quelqu'un de talentueux évoluer et l'aider là-dedans, mais de finalement le voir quand même évoluer plus haut qu'elle. Elle, où elle a mis beaucoup d'efforts là-dessus, et finalement, c'est un peu comme si, malgré le fait qu'elle suit toutes les règles, le fait qu'elle fasse tout, elle le dit même, d'ailleurs, nous, c'est pas notre boulot de créer, et lui, il se le permet finalement, et je peux même voir un peu qu'en tant qu'homme, t'as plus tendance à te prendre de risques dans ce genre de milieu, à te dire, ouais, vas-y, je peux perdre mon job, mais j'y vais, et tout ça, là où... plus couvert, Ouais, et là où quand t'es une femme, on attend un peu plus, on t'a appris à faire gaffe, à pas dépasser les bornes, et même si t'es quelqu'un comme Colette qui est quand même un caractère hyper fort, tu le vois avec sa merveilleuse moto, qui lui dit ouais, vas-y, moi je suis quelqu'un indépendante. Un peu cliché même là-dedans, mais même dans sa coupe, elle a une coupe au carré, tu vois. Non, mais ils ont tout mis pour qu'elle ait l'air vraiment genre badass. Badass, et on pourrait dire même un peu dans le cliché. Après, même si je trouve que dans ce film
film, tout est mis un peu aux extrêmes. Du coup, Oui. c'est un peu normal pour moi. Enfin, quand on regarde Anton Ego, Oui. il est cara-désigné pour être une sorte de... C'est une chauve-souris. Un Ouais, peu, presque. mais un vampire. Un quoi. Dracula, ouais, c'est ça, ouais. Non, mais... Et du coup, vraiment, au moment où elle se pose plein de questions, justement, où t'as ses potes, du coup, ses collègues qui la taquinent un peu en disant « Ah, regarde, ça va, tu le vis pas trop mal, que le chef, il viendra plus te demander des conseils et tout ça. » Et elle essaie de rester positive par rapport à ça, même si... Parce que oui, elle a envie de le voir aller jusque-là, mais à la fois, c'est un peu le rêve qu'elle voulait se donner à elle, du coup. Et du coup, elle a un peu cette frustration que j'ai vraiment ressentie, en l'occurrence. Ouais. Surtout quand tu travailles dans un monde entièrement de mecs, t'as envie aussi d'aider tes collègues, mais à la fois, tu reçois pas forcément la même aide de l'autre côté. Et du coup, ça peut être assez frustrant, je trouve. Et tu le vois quand elle va le lendemain le voir, alors que l'autre, il est à moitié endormi. Donc non, il est pas vraiment rude avec elle, mais du Je coup... trouvais toujours très bizarre cette scène. Je me suis dit, en fait, il est somnambule, il dort, mais il dort pas. c'est vrai que le fait qu'il dorme et tout ça, c'est vrai que Moi, moi c'est peut-être ma limite avec le film, c'est que juste après, elle se laisse convaincre de, Oui, de se laisser alors là, embrasser. Moi, j'aurais été un peu en mode... Elle s'est confiée à cœur ouvert, comme tu l'as dit, et sur le côté un peu social de être une femme, c'est toujours c'est beaucoup de difficultés. Et là, le gars il dit bon, vas-y, je t'aime, il fait une espèce de petit discours en disant ouais, voilà, je suis après de découvrir, je tombe amoureux de toi et tout. Et il fait un petit bisou comme ça, et hop, allez, on va laisser peser. Il fait c'est vrai. Ouais, c'est vrai que c'est là-dessus où C'est le personnage de Colette finalement a un peu ses limites, je dirais, dans le sens où le film, je pense, lui donne pas tellement autant de conclusions que les autres personnages, je dirais. C'est une suiveuse même jusqu'à la fin. C'est ça qui... Après aussi, je pense qu'il y a un moment aussi quand t'es une femme et que tu fais des métiers artistiques, quand tu dois trouver ta position, il y a un peu ce complexe aussi de se dire si je finis juste, j'ai envie de dire juste, mais dans un métier plus, je dirais, où t'es moins en contrôle, mais du coup t'es plus un exécutant, t'as toujours cette question de savoir où tu te dis est-ce que finalement c'est parce que moi je suis plus faite pour et que j'aime bien ça, ou est-ce que finalement c'est juste mon éducation et le fait que la société m'a un petit peu poussée vers là et que c'est plus facile pour moi de m'y glisser, quoi. Et du coup, il y a moins cette liberté que d'autres personnages masculins ont de se dire moi je peux être ça, de se dire pourquoi moi j'y suis poussée un peu. Ouais, puis à se conforter aussi dans la deuxième place, je trouve. Tu vois, par exemple, il y a énormément de grandes femmes politiques, mais par exemple qui étaient femmes de président. Oui. Par exemple, il y en a plein. Il y a Jackie Kennedy qui a été extrêmement influente. Il y a Eleanor Roosevelt. Il y a même plus récemment Michelle Obama qui ont eu des rôles vraiment prépondérants sur la carrière de leur mari, qui n'en seraient sûrement pas arrivés là sans elles, carrément. mais qui sont toujours reléguées au second plan. Oui. Quoi. C'est les femmes de l'ombre, c'est les secondes, C'est celles qui ont fait l'histoire, mais derrière, dans l'ombre du mari, etc. Voilà. Tu peux aller aussi haut que possible, mais tu seras jamais la première. Quoi. Et ça revient. C'est ça. C'est ça. Je vous encourage à lire ou à trouver en librairie un livre qui s'appelle Mangeuse, qui raconte l'histoire justement du rapport qu'ont les femmes à la nourriture et tous les complexes encore aujourd'hui qui y sont. Enfin, c'est un peu comme Mona Chollet avec Sorcière qui montre que si on veut combattre le patriarcat, c'est par l'assiette aussi que ça passe énormément. Et il y a toute cette espèce de passage justement sur l'histoire de, par exemple, l'invention des restaurants. Et c'est ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que dès qu'il y a quelque chose qui s'est théorisé autour de la cuisine de manière sérieuse où ça plaisait au roi, on a mis de manière très péjorative les femmes et on a associé tout ça très rapidement à ça, et tout ce qui était repris par les hommes était mis de manière luxueuse. Et c'est depuis que, comme tu dis, on a très peu de femmes chefs cuisinières et beaucoup plus d'hommes. Et encore une fois, même dans les exemples de plats, où très rapidement on va définir des trucs à la mémère et des trucs, des inventions de plats, genre gratin dauphinois. C'est parce que c'est un homme qui l'a fait. Alors qu'avant, c'était patate de Mamie Lucette, tu vois. Et ça convenait très bien, c'était la même recette. C'est juste qu'il y en a, il a sorti son nom, etc. Et donc ça, je vous encourage tous et toutes à le trouver en librairie, à le lire. Moi, en tout cas, voilà, ça fait partie des choses qui m'ont énormément... Ça m'a fait un coup de fouet autant que pour Sorcière. Et c'est très, très, très bien. Et donc, ça dit énormément de choses là-dessus, sur ce rapport à la nourriture, et notamment sur le côté de, dès l'enfance, une fille va être encouragée à moins manger, à pas avoir d'appétit, alors qu'un mec, c'est mange, faut que tu prennes des forces, etc. Et ça revient des fois même très très tard sur des personnes qui ont faim et qui, parce que la société leur dit c'est mal vu de manger beaucoup, elles vont pas manger beaucoup. Enfin, encore une fois, là, voilà, je vais pas trop m'étendre et tout parce que moi, voilà, je suis un peu du bon côté de la barrière, malheureusement. Mais en tout cas, c'est un très très bon livre qui m'a ouvert les yeux sur plein de choses et qui résume un peu, qui complète
tout ce que tu dis, Jeanne, et je vous encourage tous à le lire. C'est vraiment à mettre entre toutes les mains. Je conclurai juste avec la fin, par exemple, pour Colette, en l'occurrence, qui finit du coup seconde l'autre restaurant. Oui. Je dirais qu'il y a quand même un truc positif là-dedans, c'est qu'un rat, ça vit pas très longtemps. et que a priori elle est la plus, enfin elle se les est mis peut-être un peu bien dans la poche. Du coup il y a peut-être moyen est-ce qu'elle récupère le job à la fin que Rémi et que du coup elle Disney, puisse là. finalement avoir le rôle qu'elle mérite. Oh, la magie de Disney, là, elle est tombée dans le caniveau d'un coup là. Oui, parce qu'un rat, ça vit 2 ou 3 ans. Et encore, Rémi, il a vécu dans les égouts, donc peut-être un peu moins. Il a Donc peut-être là, une maladie. Donc t'es en train de dire à toutes celles et ceux qui écoutent là que Rémi, dans le film, il a 3 mois à vivre. C'est plus ça. Moi, je dirais plus 6 mois, parce qu'il y a quand même son père qui a l'air quand même plus vieux. Du coup, si on voit le rapport, Ouais. moi, Ça je veut dire que le dirais... restaurant, le ratatouille, en 6 mois, dépôt de bilan, c'est peut-être fini, que du quoi. coup, Colette prévoit de reprendre le... Ou alors, elle va se faire avoir par Linguini, qui va finalement engager un Faire, autre homme en disant « c'est ça. Ah, mais t'es très bien, mais à la fois... Il va Ouais. falloir Antonego, il m'a conseillé lui. Et il va du faire coup, valoir voilà. son droit d'homme blanc. Ah oui, etc. peut-être. Donc j'espère que Colette a quelques réserves financières et qu'elle n'a pas tout mis en commun avec Linguini. Ouais. Mais, La Navi. Putain, mais Rémi mais, qui meurt en 2008, quoi. Le film sort en 2007. En 2008, Rémi, il est mort. RIP. RIP bah Rémi. oui, malheureusement, c'est ce auquel on ne pense pas trop, mais Non. c'est un sacré. Surtout combien de temps ils ont dû faire le restaurant. Du coup, ils ont dû s'y mettre rapidement parce qu'à la fois ça. Et Ouais. oui, il faut faire les devis, il faut faire la clientèle. Mais et oui, tout, donc bon. Ah là là. Mais je pense que les rats, ça vit plus longtemps. Rémi, il est vivant encore. Elle est vivante dans mon cœur. Je pense que Rémi, il a la magie de Disney derrière Voilà, lui. Et c'est que... ça. Elle a fait clochette, elle lui a fait pouf sur la Ouais, main. au plus grand désespoir de Colette, mais bon, peut-être qu'elle aura aussi chez Colette son restaurant à elle un jour, je Ouais. sais pas, j'espère. Ouais. Mais Elle le mérite. On lui ouais, souhaite. on lui souhaite. Bah sur ce, Oui. je vous propose de passer à la dernière partie de ce podcast, qui va être la fameuse question cuisine. Est-ce que monsieur reprendrait quelque chose? Non merci, j'ai tellement mangé que j'en ai le nombril qui sort. Pas même un petit dessert? Ah, pour les desserts, il y a toujours de la place. Nous voici à présent dans la dernière partie de ce podcast. Avant de vous dire merci et au revoir, on va porter la fameuse question culinaire qui est la suivante. À l'image de Rémi, de Colette et de Linguini à la fin du film, quel serait pour vous le plat pour lequel vous êtes réputé? Quelle serait votre spécialité? À tel point de faire par exemple un restaurant centré dessus. Ah oui, un restaurant carrément. À la fin, c'est vraiment la ratatouille, ouais. la pancarte, etc. C'est le plan final du film d'ailleurs. Si vous voulez, je peux commencer pour. Vas-y. Vas-y. Non, pardon, je vais laisser la place aux auditeurs et aux auditeuristes, puisque maintenant on pose les questions à ces gens-là. Ah oui, Euh, ces gens-là. à ces gens-là, à ces personnes-là. Donc on en a eu. Il y a Jeanne qui a répondu dedans. Donc je vais pas le citer. Mais il y a une autre personne qui a répondu. Donc voilà, sachez que ça va être quelque chose qui va être récurrent maintenant. Je vais essayer de faire ça pour la saison 2. Voilà, donc à chaque fois je poserai une question en rapport avec le film qu'on va voir, avec un gif. Là je sais pas si vous avez remarqué, mais c'était un gif avec un rat dans un métro. Donc pour donner un petit exemple, un petit indice sur qu'est-ce que ça va être le prochain film. Et donc voilà, vous êtes encouragés à répondre dedans. Il n'y a pas de mauvaise réponse et ça vous fait participer dedans et c'est cool. Et ça crée du lien un petit peu entre auditeuristes et nous. Et donc on a Bobo Aimé qui nous a répondu. Son plat, justement, qui serait sa spécialité selon elle, pour laquelle on lui redemande souvent, ça serait sa tchatchouka. Oh. Et J'adore. voilà, Ouais, la c'est tchatchouka, c'est un plat que j'ai découvert il y a littéralement 2 mois. Je savais pas du tout que ça existait. Et ça me fait beaucoup rire parce que j'ai découvert auprès de 3 personnes différentes. Et auprès des 3 personnes différentes, il est orthographié différemment. Ok. C'est chouchouka, tchatchouka ou tcha-chaka. Moi, je pense que la même vibe y est. Et voilà, de ce que j'ai compris, c'est un plat qui a une origine assez diffuse. C'est plutôt maghrébine. On ne sait pas exactement si ça vient du Maroc, Souvent, d'Algérie, de Turquie, etc. C'est un peu flou. Tout le monde se réapproprie le projet, à ce qu'il paraît. Le projet. La préparation, tout le monde se dit non, c'est moi. C'est comme le couscous. On ne sait pas vraiment si c'est vraiment issu d'un pays ou c'est plus une culture en général. Donc voilà.
la tchatchouka. Mm. Orthographiée ici. Tim nous en a fait une. C'est la première tchatchouka que j'ai goûtée de ma vie. C'était très bon. J'ai hâte d'en remanger. Donc voilà, merci Bobo Aimé. Et franchement, pour le coup, curieux de goûter, parce que j'ai déjà mangé des plats avec toi que tu m'avais fait, parce que voilà, c'est une amie. Et franchement, hâte de découvrir ça. Parce que comme c'est un plat qui, j'ai l'impression, a peut-être des variantes. C'est un peu comme la ratatouille. Je pense que ça peut être très bon. Et donc, toujours curieux de découvrir une nouvelle variante. Sans transition. Je passe à moi, mon plat qui serait ma spécialité, pour laquelle je me revendique à tel point de l'avoir mis sur mon CV. Ça serait ma tortilla. Exactement. Tortilla. Voilà, réappropriation culturelle, je ne suis pas du tout espagnol. Et donc moi, je le tiens de ma grand-mère qui faisait justement la tortilla quand j'étais plus petit. Et donc j'ai récupéré cette recette et donc je la refais souvent et c'est un plat que voilà, j'aime perfectionner et que je fais souvent auprès des gens que j'apprécie. Et aussi, c'est quelque chose que je revendique sur mon CV. Voilà, c'est dans mes particularités. Voilà, voilà, je peux faire des conseils clients, etc. Et aussi, je suis spécialiste en tortilla. C'est pas en saucisse purée. Non, saucisse purée, c'est pour moi. Donc, c'est pas saucisse purée, c'est saucisse avec des steaks, des morceaux de steak dedans. Ah oui, C'est excuse-moi. très particulier. S'il vous plaît, on ne déconne pas avec la cuisine, c'est un art. Comme on en a si bien discuté. Voilà. Pour ma part, c'est le cheesecake. Oh. J'ai jamais goûté. En fait, dans ma tête, cheesecake, c'est quoi? Tu mets vraiment du fromage dedans? Non, Ou non, c'est du fromage blanc. Ah voilà, fromage blanc. Parce que moi, j'ai vraiment l'idée, à chaque fois qu'on me parle de cheesecake, j'ai vraiment la tranche d'emmental avec un peu la texture gâteau yaourt dessus. Ah non, 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 Je me quelle dis à chaque horreur. fois, mais est-ce que c'est bon cette chose? Tout le monde en parle, du cheesecake et tout. Non, c'est... Incroyable. Ok. Et c'est très bon. Et quand c'est bien fait, c'est incroyable. Donc ton cheesecake, toi, du coup. J'essaye en tout cas de toujours améliorer ma recette à chaque fois que j'en fais. Mhm. Mais c'est assez souvent le truc qu'on me demande de faire quand il y a besoin d'un dessert à la maison. Et il y a quelques fois où j'ai réussi à toucher du doigt la perfection. Non, peut-être pas à ce point-là, mais en tout cas, il y a des fois où j'arrive à plutôt bien le faire. Eh ben, comme dirait Rémi dans le plat de cuisine ratatouille tiré du film que j'avais quand j'étais petit, c'est moi qui l'ai fait. Tu peux en être fier. Adorable. Mais je peux le retrouver, je pourrais montrer une photo. J'avais 3 livres de cuisine quand j'étais petit, parce que j'aimais beaucoup la cuisine, et j'avais celui-ci. Bah du coup moi en fait je suis surtout connue pour faire des makis du coup en l'occurrence du coup très japonais et pas du tout français donc appropriation culturelle me voilà. Ah c'est bon, les Américains ils se sont appropriés Paris. Oui non mais honnêtement si je devais ouvrir un resto ce serait plus de crêpes. Ah bah oui. En fait je trouve crêpes qu'il y a bretonnes ou crêpes à base de sucre bah les deux du coup en l'occurrence je ferais une parce que je trouve qu'il y a galette un côté, et crêpes du coup. C'est ça, bah, voilà. du coup, Parce qu'on a une bretonne c'est à vrai table. Il y a un gros drapeau derrière donc attention. Mais du coup je ferais peut-être pas froment aussi au sarrasin bien. quoi. Voilà, c'est ça. On va dire. Disons les vrais termes ici. Voilà. La cuisine, c'est de l'art, rappelons-le. Mais j'en ferais pas aussi bien que toi alors. Mais Bah moi je sais pas les faire, j'aime bien les manger quand je vais en Bretagne mais je fais la meuf mais J'ai un mais pote à quoi. mes parents bretons qui m'a appris à faire des galettes, des vraies galettes bretonnes. Alors je les ai fait une fois, mais en tout cas il nous a vraiment expliqué comment faire la vraie façon. Ouais, Et c'est la bonne farine. J'ai le tampon véridique parce que c'est un breton. ça va. Donc j'ai l'excuse. Mais je sais pas, pour le coup je dirais pas que je suis spécialiste. Hein, mais... Ouais. En tout cas ça a une différence avec celle que tu achètes en magasin. Ah bah ouais. Ah oui. ouais. mais Donc de toi ouf. ça serait par contre du coup Du coup, en fait, parce que faire des maquis pour un restaurant, je me vois pas trop dedans. Ça serait trop professionnel, trop. Putain, faudrait enchaîner aussi. Enfin, c'est long à faire des maquis. Enfin, c'est compliqué. Ah ouais, moi pour le coup j'ai l'habitude de les manger, donc je sais pas du tout comment ça se prépare pour le coup. C'est un peu long, quoi, parce que c'est surtout très technique, quoi. Il faut rouler, il faut faire le riz, Ouais. Puis si tu veux faire vraiment un truc précis, en plus, il faut bien mettre autant de poissons, autant de riz. Et du coup, voilà, ça devient un peu technique et je pense que je le vivrais très mal dans un restaurant. Alors que des crêpes, bon, même si les Bretons viendraient brûler mon établissement, mais au moins, il y aura un truc plus familial et plus on est là, on donne le sourire avec des bonnes crêpes et voilà. Et... Mais déjà, pour le coup, maquis, j'avais pas l'impression. Pour moi, dans ma tête, c'était plus simple parce que c'était une boule de riz, tu vois, où tu mets des petits ingrédients en son centre et tu le roules dans une feuille d'algue, tu vois. Ouais, mais Oui. pour que ce soit bien réparti. Et donc, Ouais. moi, Bien j'avais uniforme. j'avais
en gros touriste que j'étais, je me disais, bon, ça va, c'est ok, tu vois. Non, c'est vite non, fait, en tu vois. plus, tu peux Et pas non. faire n'importe quoi avec tes produits parce que tu prends quand même cru, tu vois. Du coup, la Ouais. texture du riz va aussi être importante, ou sinon ça va être juste un truc un peu bouffi où tu as mal au ventre après, quoi. Enfin, le choix des ingrédients, Mais par vinaigre exemple- de riz, enfin Ah bah bref. voilà. beaucoup de- Oh là là, la connaissance. Mm, Mais mm, par exemple, ton summum du maquis, parce qu'il y en a plein des maquis différents. Toi, ça serait Ouais, quoi ton fer de lance ou ta crêpe? Ta Alors, crêpe tu fer veux de dire, lance, tu vois. attends, quand tu parles de maquis, c'est celui de à faire Oui, ou celle que ou à faire, manger, parce que c'est très les deux. différent. Hein. Celle que t'aimerais faire et celle que t'aimerais manger. Est-ce que c'est pas les mêmes? Non, parce que moi, il y en a que je fais pas, c'est trop compliqué. D'accord. Bah, Genre, celle les que tu- Californias, là, je les adore, hein, mais Donc- d'ailleurs pas très japonais, d'ailleurs, les Californiens. C'est où t'es dans le j'attendais, nom. je crois, Ouais. il te fait le Mais, seppuku, enfin, il te trucide si tu vas faire un Californien. Ouais, c'est comme les croissants au bacon, quoi. Bah, tu sais, croissant au les jambon espèces en de France. croissants. Oui, non, c'est ça, ok. ça va, on croit. Oui, mais ça parce que c'est un va, à la Français qui l'a limite. fait, c'est Oui, ça. ouais. C'est un Français qui l'a fait ça Non, mais moi, j'ai un doute, hein. j'ai l'impression que Je sais pas, le bon- jambon. Bah, le jambon, la béchamel, c'est très français quand même. Oh non, pas la béchamel. Bah oui, Oh, moi j'aime pas du les tout. croissants au jambon avec en tout cas ceux que j'ai mangé dans les boulangeries où je suis allé. Ouais, avec du Ah oui, non, mais fromage. j'avoue T'as Ouais, du, faut t'as des du fois. fromage râpé dessus, Ouais. jambon blanc dedans et petite béchamel qui est Peut-être dedans. un Et truc belge, ça. hein. Je les ça, vois bien le faire. Je saurais pas dire. Les Mais en tout cas, salauds. c'est plus les croissants au chocolat que tu peux avoir là aux États-Unis, ils font ça. Il y en a Oui, certains. enfin, ou des trucs, enfin, genre mais des fois, il y a des trucs fusion, genre des maquis croissants, quoi, limite. Enfin, Ah oui, c'est- ouais. Ah là là. C'est une aberration. Mais donc ouais, celui Trop gneu. toi ton préféré donc ça serait le maquis, ça serait l'excellence si t'arrivais à le faire. par Ah exemple, c'est oui, ça. ouais, Ok. non, de ouf. C'est vrai que si j'y arrivais, mais je tiendrais pas la pression de la cuisine japonaise. Quoi. Et en crêpe, du coup, pour ta deuxième phase. Oh, je suis quelqu'un de très simple en vrai. Ta crêpe de lance, comme on disait tout à l'heure. En vrai, moi, pâte à tartiner, je suis pas très compliqué. En vrai, après, Le classique. ouais, les galettes aussi. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Oh là. Du coup, C'est le jambon. Maintenant que j'aime les champignons, je rajouterais des champignons dedans, mais moi ouais, ça c'est aurait été important vraiment pour moi. Une complète. la complète. La complète, Ah je suis non, pas d'accord. l'œuf. Moi, c'est Ah. c'est ce qu'on appellerait la simple. Ah, d'accord. Je crois qu'on arrive à la fin de cet enregistrement. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cet épisode, ce premier épisode de saison 2, d'être resté jusqu'à la fin. Merci à Tech5 et à Thomas qui nous écoute dans ce fabuleux micro pour avoir enregistré et assuré l'enregistrement en bonne et due forme de cet épisode. Merci à Tech5, du coup, l'association qui fournit tout ça, le matos, etc., le savoir-faire. Merci beaucoup. Et oui, voilà, merci. Tech5 qui fournit Thomas, du coup. Voilà, qui fournit Le fameux matériel. Thomas, voilà, c'est assez rare de l'avoir, donc c'est bien. On est content qu'on peut l'avoir au magasin. Si cet épisode vous a plu, voilà, premier plat de résistance, n'hésitez pas à le partager et tout ça. On essaye de se professionnaliser enfin après un an d'existence cinéphage. On essaye de faire les choses bien maintenant. Donc n'hésitez pas à en parler autour de vous si ça vous a plu. Même si vous avez peut-être des retours à faire, des idées. Moi je suis preneur parce qu'encore une fois c'est un média qui évolue, etc. Donc j'ai pas la science infuse du tout. Si vous n'êtes pas d'accord avec Camille, n'hésitez pas à le trucider en commentaire. Voilà exactement. J'adore m'endormir en pleurant. C'est comme ça qu'on dort le plus profondément Oh, d'après le une étude. référencement. Ah. Voilà. Donc je suis exclusivement actif sur Instagram. Le prochain épisode sera un modèle apéro. On va faire ça une fois sur deux. Trop bien. Pour donner à manger à toutes et à tous. Donc pour celles et ceux qui ne sont pas vraiment intéressés par des gros dérapages bien comme il faut, et ben on se donne rendez-vous dans 2 mois pour un autre épisode qui parlera d'un autre film concentré sur la nourriture avec justement une importance cruciale de la nourriture. Sinon, pour celles et ceux qui sont curieux, on vous dit au mois prochain pour justement un épisode apéro avec la petite bière qui va avec. Voilà. Et d'ici là, bon appétit. Merci. Merci. Bon appétit. Bon appétit. Je suis écœurante, je suis sûre de manger ça devant vous, mais vraiment, je suis avec vous de tout cœur et avec vous, régalez-vous avec moi en même temps.